Bonjour tout le monde, bonjour et merci de vous être inscrits à cette classe des originaux de l'UQAM ou de la suivre sur les différentes plateformes qui vous permettent d'y assister en direct. Mon nom est Sophie-André Blondin, je suis animatrice à ici Radio-Canada Première, la radio de Radio-Canada. J'anime le magazine d'actualité de culture scientifique Les Années-Lumière. C'est tous les dimanches de midi à 2 heures. Voilà, ma publicité est faite pour aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les originaux? Qu'est-ce que sont les classes des originaux de l'UQAM? Le mouvement des originaux de l'UQAM, c'est un groupe de personnes diplômées de l'UQAM dont les trajectoires dans leurs différents domaines ont éclairé, ont apporté, ont changé parfois leur champ d'expertise. Je perds mes papiers, merci beaucoup. Leur champ d'expertise. Ce sont des gens, c'est une initiative, un regroupement imaginé par Philippe Meunier. Philippe Meunier, diplômé en design graphique à l'UQAM ici, cofondateur de Sidley, par exemple, coprésident de la campagne de financement de l'UQAM. Et ces classes avec des originaux de l'UQAM, ça se déroule dans le cadre de la campagne 100 millions d'idées. C'est pour que les idées originales puissent continuer à prendre vie à l'Université du Québec à Montréal. Classes d'originaux qui ont des thèmes précis. On est dans un deuxième thème en ce moment, Patience-Science. On parle à des gens qui sont arrivés aux sciences par différents chemins et que les sciences ont amené dans différentes voies. Notre invité aujourd'hui est Scott McKay, que je salue à l'instant. Bonjour, Scott. Oui, bonjour, Sophie-André. Alors, j'appelle Scott et tout de suite, ça y est, j'ouvre le livre pour tout le monde. Scott McKay est un bon invité. C'est un gars qui a fait un parcours en sciences, un parcours en politique, on va en discuter. C'est aussi, par hasard, mon conjoint. Alors voilà, les choses sont dites. C'est la première fois que je l'interviewe, mais je vais essayer de faire sortir ce qui est le plus intéressant à faire sortir. Mais je ne serai pas toute seule à lui poser des questions. Ce sont des entretiens, ces classes-là, qui sont interactifs. Alors, dès maintenant, puisque tout le long de l'entrevue, je vais regarder si vos questions rentrent. Si vous avez des questions à poser à Scott, bien, vous y allez. Et puis, je vais les intégrer à la discussion qu'on va avoir. Donc, bonjour officiellement. Bonjour officiellement. Un peu de présentation. Scott McKay est diplômé en sciences de l'environnement à l'UQAM, une maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM, un parcours politique, conseiller municipal, chef de parti marginal, je vais le dire comme ça, puis tu réagiras si tu veux, je vais le tutoyer, là. Tu réagiras si tu veux, député à l'Assemblée nationale, donc un parcours politique, mais qui a d'abord pris son envol dans l'étude en sciences, et auteur de livres. Et puis là, des félicitations sont de mise aujourd'hui. Oui, mais merci. Scott a écrit un livre il y a un bout de temps qui était pour un Québec vert et bleu qui parlait de transition écologique. Et à l'automne dernier, l'aventure du caca. Et oui, l'aventure du caca, parce que ça l'intéresse. Pas le caca comme tel, mais ce qu'on en fait, qui vient de faire partie des finalistes pour les prix de vulgarisation scientifique Hubert Reeves, un concours de félicitations. Oui, merci. Alors, et merci à l'Association des communicateurs scientifiques du Québec pour ce prix, et à M. Hubert Reeves aussi. Ce prix, donc, le prix, je suis finaliste parmi, donc parmi les finalistes pour ce prix en 2021. Drôle d'année. Puisque c'est Patience-Science, on va y aller avec deux types de trajectoires. On va prendre ta trajectoire vers les sciences et puis ce que les sciences t'ont apporté ou t'ont amené. Parce que science et politique, à part quand on dit science politique, ça ne va pas toujours ensemble. Alors, tout d'abord,
Est-ce que l'environnement, la protection de l'eau, la protection de l'environnement, ça a toujours été au centre de tes préoccupations? Parce que quand je dis chef de parti marginal, tu étais chef du Parti vert au Québec. Donc, on comprend ici toujours un côté engagé, militant pour protéger l'environnement. Est-ce que ça veut dire que dès le début, jeune homme, l'idée de protéger la nature, d'étudier en biologie, d'étudier en sciences, c'était présent? Ben, pas très tôt parce que, dans le fond, moi, j'ai pas été élevé très près de la nature. J'ai été élevé dans un quartier ouvrier dans l'est de Montréal, tout près des raffineries. À l'époque, il y avait quand même plusieurs raffineries, une cimenterie. Alors, mon environnement proche, c'était davantage un champ, où il y avait des autos abandonnées, là, ce genre d'environnement plus vraiment urbain, mais en même temps, il y avait quand même plusieurs espaces verts dans ce coin-là. Mais mais j'avais été beaucoup frappé par ce qu'on voyait à la télé, là, notamment les marées noires. Ah oui, les oiseaux englués. Oui, avec les oiseaux englués dans le pétrole. Puis les gens qui nettoyaient ces oiseaux-là, qui ramassaient. Ça m'a beaucoup frappé. Et c'est ça qui m'a, je crois, qui a été l'élément déclencheur là, qui m'a amené, quand j'étais plus jeune, à commencer à envisager une carrière dans ce domaine-là. Et la carrière, le chemin choisi, c'est de s'inscrire au cégep en technique d'assainissement des eaux. Pour quelqu'un qui veut parler d'environnement et on imagine, de beaux paysages, d'aller étudier pour travailler dans les égouts, ça peut être surprenant. Oui, disons que mon idée de l'assainissement des eaux, quand je me suis inscrit en technique, quand on fait son choix d'études au cégep, on a quoi? On a 14, 15 ans. 16 ans, oui. Peut-être 16 ans. Je suis rentré au cégep à 16 ans. Alors, c'était un petit peu avant, autour de 15 ans. On ne sait pas trop sur quoi se fonder. Moi, je voulais travailler effectivement dehors. C'était mon objectif. Alors, j'avais envisagé une technique en forestière et technique d'assainissement des eaux. Là, comme j'étais à peu près jamais allé en forêt, je me suis dit, bon, peut-être que la marche est un peu haute. J'allais plutôt en assainissement des eaux. C'était pas nécessairement les égouts qui t'intéressaient? Qui m'intéressaient, mais c'est là où je me suis retrouvé quand même comme dans mon premier emploi comme technologue en traitement de l'eau. Oui, parce qu'assainir l'eau, c'est pas nécessairement travailler dans des rivières à nettoyer des oiseaux ou des marées noires, c'est travailler vraiment sous terre. Oui, et dans les usines, soit de filtration d'eau potable ou de traitement d'eau usée. Alors, j'ai fait différentes... J'ai touché un peu à tout là, dans le domaine du traitement de l'eau. Mais il y a quelque chose qui se passe au cégep. Avant d'arriver à l'UQAM, il y a une espèce d'éveil qui est beaucoup plus large qu'il faut s'assurer d'avoir de l'eau potable et de disposer des eaux usées dans les villes. Il y a quelque chose il y a un déclic qui se fait à ce moment-là et qui t'ouvre un peu sur le côté plus écologique de l'environnement. Oui, j'étais un peu surpris. Bien, j'étais un peu, comme adolescent, un peu rêveur. J'écoutais beaucoup Raoul Duguay, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré. Alors, c'était une vision quand même assez globale. Puis je lisais, j'étais un peu en marge. C'était un peu la fin du mouvement de contre-culture, puis des beatniks, là. Mais bon, je lisais des revues comme Mainmise, qui était un peu l'organe de la contre-culture. L'organe de la contre-culture. Alors, ça m'avait influencé. Puis là, quand je me suis retrouvé en assainissement des eaux à étudier vraiment le volet plus scientifique, mais aussi technique, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Alors, effectivement, j'ai commencé à chercher un peu une vision un peu plus large, plus écologique. Puis, il y a un mouvement écologiste qui s'est fondé au Cégep Saint-Laurent, où j'étudiais. Et c'est là où j'ai commencé à m'impliquer.
Et puis les causes à ce moment-là, ce qui secouait l'opinion publique, c'est quand même des cas de pollution de l'environnement qui étaient assez graves. Tout d'abord, il y avait la menace nucléaire. On vivait tous un peu sous la menace nucléaire, donc ça, c'était toujours un peu présent. Mais il y avait des choses qui se passaient qui étaient vraiment pas drôles et qui ont permis, en toi, qui t'ont éveillé Oui. à l'importance d'intervenir. Oui, dans les années 70, là, si on recule, j'ai commencé le cégep en 77. Les années 70, il y a eu des grands dossiers comme Love Canal, les déchets toxiques. Love Canal puis déchets toxiques, ça va comme pas ensemble. Mais bon, OK. Oui, c'est ça. C'était pas très, Oui. très romantique. Mais c'était un grand canal qui avait été creusé, qui est un projet qui a été abandonné. Puis une entreprise a trouvé que ce serait une très bonne idée de l'acheter pour pouvoir y enfouir des déchets toxiques. Ouais, 1 kilomètre de canal, c'est oui. bel Alors, endroit. quand ça a été un des grands dossiers, mais il y a aussi une rivière aux États-Unis qui s'est enflammée. En tout cas, il y avait de quoi allumer des consciences. Effectivement. Alors, c'était la période où ces grands dossiers-là sortaient. Au Québec, il y a eu les lagunes de Mercier. On a eu plusieurs dossiers chauds là, qui ont fait en sorte que fallait... Moi, ça m'a amené à élargir ma vision simplement du traitement de l'eau vers un peu comment la société dans son ensemble fonctionnait pour m'apercevoir que la façon dont les choses allaient, on allait éventuellement, on se dirigeait vers un mur. Oui. Et puis là, ben, j'ai commencé à me poser la question, comment est-ce qu'on peut éviter le mur? Le mur. OK. Et puis, donc, d'envisager la question environnementale de façon plus globale, OK. comme un projet de société à changer. Changer le monde. Oui. C'est simple. Ben, rien de moins. Le monde n'est pas acceptable comme il est là. Il faut le changer. Il faut le changer. Et là, l'idée de travailler dehors puis d'être un technicien en assainissement des eaux, c'est pas la même chose que s'inscrire à l'université. Qu'est-ce qui fait que l'UQAM est devenu une possibilité? Parce que chez vous, en plus, la trajectoire vers l'université, même vers le cégep, ça n'allait pas de soi. Là. C'était pas une... Non, effectivement. Ouais. Dans mon milieu, tant familial à l'époque, là, parce que les plus jeunes dans la famille ont peut-être davantage eu accès aux études, mais on était assez peu. Puis dans mon groupe d'amis, dans mon quartier, je pense que j'étais même le seul qui s'est inscrit, qui a étudié au cégep. D'accord. Alors, pour moi, le cégep, c'était la grosse affaire. Jamais j'aurais imaginé pouvoir étudier à l'université. Ça ne faisait pas du tout partie de mon univers. Puis là, en technique d'assainissement des eaux, il y a quand même beaucoup de sciences pures. J'ai fait beaucoup de chimie, beaucoup de physique aussi, puis de chimie physique, de mathématiques. Et je me suis aperçu que, j'étais capable de réussir, et puis en plus, que j'aimais ça. Alors, c'est là où, avec mes préoccupations plus larges en termes environnementaux ou écologiques, j'ai envisagé de m'inscrire à l'UQAM au départ au bac en biologie. Est-ce que tu te souviens pourquoi l'UQAM? Bien, l'UQAM, c'était plus pratique parce que le métro m'amenait en ligne directe vers... Toujours pragmatique, oui. Mais disons que j'ai toujours aimé le volet, le côté plus démocratique, disons, de l'Université du Québec à Montréal, d'accès aux études. D'abord. L'institution joue bien son rôle à cet effet. Et puis, pour moi, c'est ça, là, venant d'un quartier ouvrier, tout ce qui était Université de Montréal, McGill, ça sonnait trop élitiste un peu à mon goût. oui. Oui. D'une part intimidant, puis d'autre part, j'étais un peu en réaction, disons, au statu quo. Alors, l'UQAM, c'était davantage... C'est un choix sentais plus une naturel. affinité Oui. avec l'UQAM. Biologie, donc bac en biologie, tu poursuis dans la filière des sciences plus pures. Ça te permet évidemment d'acquérir des connaissances, mais très rapidement, il y a un coup de foudre pour une autre science, peut-être un peu moins exacte, celle de l'économie.
Oui. Et puis là, tu comprends que c'est peut-être en intégrant l'économie aux sciences et aux sciences de l'environnement que tu vas trouver ta voie à toi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ben, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer le professeur qui m'a vraiment amené à cet éveil-là, qui est Jean-Pierre Verret, qui est à la retraite maintenant, mais qui est toujours actif. Et Jean-Pierre avait un cours qui s'appelait Écologie, économie et environnement, qu'il donnait en Co-tutelle, co-paternité. oui, Ouais. avec un professeur d'économie, dont je me souviens plus du nom. Et ça a été vraiment un grand déclic pour moi. Donc, comment cet enjeu immense-là de concilier l'économie et l'environnement, d'avoir finalement, de ne pas avoir l'environnement comme qui essaie de contrer l'économie et le développement économique qui est nécessairement contre l'environnement, de pouvoir harmoniser les deux. Et c'est ce qui a... À partir de ce moment-là, j'étais au baccalauréat en bio. J'ai fait un transfert. J'ai transféré mes cours dans des certificats, un en sciences de l'environnement, un en écologie, et j'ai fait un troisième certificat en sciences économiques. Et ça a mené vers un mémoire de maîtrise qui, justement, parlait des outils économiques en environnement. Oui, les outils économiques, particulièrement les systèmes de quotas échangeables ou transférables. Alors, on connaît les systèmes de quotas au Québec, par exemple, dans le lait, oui, ou les taxis. Les permis de taxi. On en a parlé beaucoup récemment. Il y a aussi un système de permis pour la pollution. Ça a eu beaucoup de succès pour contrer le phénomène des pluies acides. Dans les années 80, c'était le grand enjeu, là, les pluies acides, l'acidification des lacs au Québec qui venaient d'émissions atmosphériques aux États-Unis en particulier. Et puis, un système de plafonnement et d'échange des émissions de soufre et d'autres émissions aux États-Unis qui a permis de juguler vraiment le phénomène. Donc, il y avait un outil là, un outil qui était efficace, un outil économique, et puis tu voulais explorer pour d'autres enjeux. Ouais. Exactement. J'ai exploré pour d'autres enjeux, particulièrement pour l'enjeu qui émergeait un peu à ce moment-là, qui était celui des changements climatiques. Alors, mon mémoire de maîtrise en 93 traitait de la bourse du carbone, finalement. C'était un peu, j'essayais de voir si ce système-là de quotas pouvait s'appliquer aux émissions de gaz à effet de serre, et puis si oui, à quelles conditions. Puis éventuellement, ces marchés-là, maintenant, du carbone, sont quand même un des outils là, importants pour la lutte au changement climatique. Donc, il y avait ce côté-là déjà, cette importance pour toi de concilier économie et écologie, économie et environnement. Souvent, on les a mis en opposition, mais il y a très longtemps, toi, tu considérais que ça devait aller main dans la main, ces deux-là. C'est-à-dire qu'un virage écologique, un virage environnemental devait se faire avec un virage, avec un profit, avec un intérêt économique et pas aux dépens de l'économie. Bien, absolument. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Bien, à partir du moment où on réalise que, dans le fond, c'est tout le fonctionnement de l'économie qui doit changer pour faire en sorte qu'on puisse avoir un avenir viable. Bien, on ne peut pas tout simplement opposer, dire qu'il faut nuire à l'économie pour améliorer l'environnement. Alors, bon, peut-être qu'il n'y en a pas vraiment de solution, on verra. Mais il faut s'essayer. Mais on peut, oui. Il faut essayer, puis on peut certainement beaucoup améliorer la situation par rapport à ce qu'on vit actuellement. Là, on comprend comment tu as acquis tes connaissances. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez commencer à poser des questions. Vous pouvez commencer à envoyer des questions si vous voulez orienter la discussion dans des
dans des allées, dans des champs qui vous intéressent. Je veux qu'on arrive dans le champ politique parce qu'il y a cette acquisition de connaissances, oui, scientifique, une base scientifique, mais il y a aussi un éveil politique. Et très, très jeune, bon, tu as vraiment travaillé dans les 3 paliers de gouvernement. Tu as été conseiller municipal, tu as été chef de parti du Parti vert du Québec et tu as été député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui, dans la jeune vingtaine, là, il faut t'imaginer, là, moi, je t'ai jamais vu comme ça, là, mais les cheveux longs, noirs, tu décides d'être conseiller municipal. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un jeune diplômé de l'UQAM fasse cette décision-là? Ben, en fait, j'étais très influencé par un mouvement idéologique là, un peu plus anarchiste, disons. Le mouvement un mouvement très marginal là, qu'on a appelé l'éco-socialisme, qui est bien représenté par Murray Bookchin, qui est probablement assez près de Bernie Sanders, dans le fond, puis qu'ils viennent du même coin. Et bon, l'éco-socialisme prône finalement la démocratie directe. Alors, il faut intervenir le plus près possible d'où l'action se passe. Alors, dans les villes, dans les municipalités, à l'échelle des quartiers. C'est là que alors, ça se passe. moi, c'est là où j'ai commencé à m'impliquer dans mon quartier, à vouloir améliorer la situation. Et puis, c'est un magnifique quartier où il y a quand même beaucoup d'arbres, mais c'est un quartier ouvrier dans un secteur industriel dans l'est de Montréal. Alors, il y avait quand même beaucoup à faire. Et le fleuve qui est très présent, là, il y avait un parc à protéger, un accès au fleuve, là, la promenade Belle-Rive. Oui. Puis, dès cette époque-là, tu avais cette volonté-là avec le parti. Tu as été élu avec Jean Doré? Oui, c'est ça, avec le Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal, le RCM de Jean Doré. Oui, bien, pendant plusieurs années avant l'élection en 86, où j'ai été élu la première fois, j'ai monté pas mal l'organisation du RCM qui était absente dans ce coin-là, en tout cas de l'Est de Montréal. Et puis, lorsqu'est venue l'élection, la protection de ce parc qui est sur le bord de l'eau, l'aménagement du parc aussi, de la promenade Belle-Rive, est devenu un des enjeux importants. Je me souviens, Jean Doré était venu dans le coin, puis ça avait fait la une de notre journal local, là, le Flambeau de l'Est, en disant « La promenade Belle-Rive, ça s'appelle Potouche ». Et puis, effectivement, lorsqu'on a été élu, ça a fonctionné. Tu es encore président du conseil d'administration de la Société d'animation de la promenade Belle-Rive. Donc, tu as encore cet attachement à ce bout. Il y a eu un grand hiatus entre les deux, là, mais tu es encore donc attaché à ce bout-là. Je passe parce qu'il y a des questions qui s'en viennent sur le Parti vert. Alors, je passe, bon, en politique municipale, comme ça, comme conseiller, je sais qu'une de tes grandes fiertés, c'est d'avoir fait partie de l'équipe qui a instauré la collecte sélective, parce qu'on ne recyclait pas avant. Et donc, ça fait partie. Donc, déjà, il y avait, oui, politique, mais toujours l'environnement, hein, toujours qui est important. Et là, après, bon, une excursion dans le privé pour aller vendre des technologies vertes québécoises un peu partout dans le monde en traitement des eaux, en valorisation des boues, tu milites dans le Parti vert, tu deviens chef du Parti vert. Ben oui, je me suis retrouvé chef du Parti vert. Je me suis impliqué à la base, là. Et puis, à un moment donné, quand est venu le congrès, l'équipe qui dirigeait le Parti vert à ce moment-là souhaitait se fusionner avec Québec solidaire. Et moi, j'étais parmi les gens qui n'étaient pas d'accord avec cette orientation-là. Alors, bon, notre équipe a été élue. Je me retrouve chef du Parti vert. Et j'ai été là pendant 2 ans et c'était 2 années extrêmement stimulantes, mais pas tellement payantes. Non, ça, c'est sûr. Bien, il faut choisir, hein? Quand on choisit de militer, quand on choisit de le faire comme vocation. Puis je sais que c'est ce que tu as fait beaucoup dans ta vie. Il y a Frédéric Auger qui demande, le Parti vert du Québec a déjà eu un certain rayonnement, notamment sous votre leadership. Oui, je me souviens que tu étais très fier d'avoir un 2 de vote au Parti vert en fait, dans le temps.
lorsque j'étais chef, le Parti vert avait eu plus de votes à l'élection que Québec solidaire, même si on n'avait pas de députés. C'était l'époque où Amir Kadir s'est fait élire. C'était le seul député de Québec solidaire. Et le Parti vert du Québec avait plus de votes quand même si on n'est pas arrivé à faire élire, à avoir de députés. Et il poursuit sa question en disant « Ce lien entre l'économie et l'environnement faisait déjà partie de votre discours. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les Verts dans l'univers politique québécois et canadien, en 2021? » Bien, plus que jamais, parce que pour le Parti vert, comme je disais, j'avais déjà eu la question d'une animatrice de Radio-Canada, qui n'était pas vous. C'était pas moi. Qui demandait, est-ce que le vote pour le Parti vert divise, est-ce que ça ne divise pas le vote progressiste? Et puis la réponse, c'est, je ne vois pas comment le Parti vert pourrait diviser le vote vert. Hein? Au contraire, il y a une option bien particulière et spécifique à défendre. Je l'ai défendu au sein du Parti québécois, mais le Parti québécois, sa mission, c'est avant tout l'indépendance, la souveraineté du Québec. La même chose pour Québec solidaire. Ils ont d'autres objectifs qui sont davantage sociaux. Je pense qu'il y aurait toujours une place pour le Parti vert du Québec. En tout cas, il y en a une, mais maintenant, il y a tellement de morcellement. Mais du côté fédéral, le Parti vert du Canada a quand même quelques députés et je pense, eux, ils vont chercher leur vote un peu aux dépens du nouveau Parti démocratique, du NPD, mais ils sont en train de faire leur place et je suis persuadé qu'ils pourront en prendre davantage dans le futur. Et en même temps, ce sont aussi comme des pouponnières d'idées que les autres partis peuvent utiliser en environnement. Puis je pense que tu m'as souvent dit que une des positions les plus confortables en politique que tu as eues, en tout cas les plus stimulantes, c'est comme chef du Parti vert parce que tu pouvais lancer plein d'idées qui n'étaient pas des promesses électorales parce que tu risquais pas d'être élu. Tu savais que tu ne serais pas élu. Donc, tu pouvais lancer des idées. Est-ce que c'est à ça que ça sert aussi, ce genre de parti-là? Oui, absolument. Moi, j'ai toujours dit les partis de pouvoir vont vraiment mettre de l'avant des vrais changements à partir du moment où ils vont perdre des votes, où ils n'auront pas le choix. Et c'est un des rôles d'un parti comme le Parti vert du Québec. Mais de faire des propositions, par contre, je suis très, très fier de pouvoir dire que la plateforme électorale des Verts, au moment où j'étais là, c'était une plateforme qui n'était pas, c'était pas du rêver en couleur. C'était pas des licornes, là. Non. Toutes des propositions, toutes des choses réalistes, faisables, pragmatiques, qui étaient chiffrées. Toutes nos propositions étaient évaluées. Et c'était donc pas des idées en l'air. Et ce sont des choses qui, maintenant, commencent à être mises en application. Puis, je le disais ouvertement, si les autres partis veulent piquer nos idées, allez-y. C'est un compliment. Donc, c'est un compliment. Puis, pour nous, ce qui est important, c'est que ces choses-là, que les dossiers avancent. Alors, pourquoi vendre son âme et devenir député péquiste? Bien, c'est pas vendre son âme, mais pour justement être en mesure de les mettre en application, en action, ces idées-là, parce que c'est beau de dire, bon, on veut que les autres nous piquent nos idées et les réalisent. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En même temps, de s'intégrer, de faire partie d'un parti de pouvoir, ça aussi, ses limites. Alors, je pense que les deux positions se valent. Ça prend un peu des deux pour vraiment pouvoir avancer. Et éventuellement, peut-être que des partis plus écologistes, éventuellement, jouent un rôle plus important dans le gouvernement.
Bon, et une des choses dont tu es fière, parce que, bon, il y a eu comme 2 ans de pouvoir, 4 ans d'opposition comme député à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir contribué à faire sortir le Québec du nucléaire. J'ai mentionné vite tantôt cette espèce de hantise nucléaire qu'on avait dans les années 70 parce qu'il y avait beaucoup d'armes nucléaires, on avait peur des retombées nucléaires. Il y avait ici Gentilly, qui était une centrale nucléaire au Québec, qui avait un sérieux besoin de réparation, pour ne pas dire, il fallait de reconstruction. de reconstruction. Et que toi, quand tu es arrivé au Parti québécois, tu étais pour la fermeture de Gentilly, mais Pauline Marois, qui était chef du Parti québécois, était contre la fermeture du Gentilly. Oui, elle était pour la réfection. Ce que Hydro-Québec appelait ça la réfection de la centrale Gentilly 2. Et moi, bien, comme chef du Parti vert, c'est certain que j'avais pris position contre cette supposée restauration, qui était davantage une reconstruction complète, là. Et lorsque j'ai été élu, puis lorsque Mme Marois m'a nommé comme porte-parole de l'opposition officielle en environnement, c'est certain qu'il y avait quelques dossiers, disons, où il fallait ajuster nos flûtes. Et sur celui-là, en tout cas, la discussion qu'on a eue, l'entente qu'on a eue tacite, c'était il allait y avoir un débat. On allait faire le débat au caucus des députés du Parti québécois et que l'un l'autre, on se rallierait à la position majoritaire du caucus. Et c'est là que tu as fait jouer la science. Là, tu es allé chercher, parce que pour organiser ce débat-là, tu voulais te baser sur des faits, sur la science, et tu es allé chercher des scientifiques, tu es allé chercher des physiciens pour parler aux politiciens. Oui, alors il y a des physiciens pro-nucléaires et il y a des physiciens anti-nucléaires. Alors, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un genre de débat entre... on les a reçus séparément, mais on a posé les mêmes questions au professeur Duguay à l'Université Laval et au professeur Kennedy à l'Université McGill. Et ça a servi de fondement à la réflexion au sein du caucus du Parti québécois. Et ce qui est admirable des scientifiques, c'est qu'ils sont transparents et que les arguments, dans le fond, qu'ils nous ont servis. Je sais que le professeur Kennedy a dû être très, très attristé du fait qu'il m'avait envoyé d'ailleurs une réaction où il n'était pas très heureux de la position qu'on prenait pour être finalement pour la fermeture de la centrale, mais les arguments qu'il nous a servis étaient limpides et allaient dans le sens entre autres, de ce que je disais, que c'était pas une restauration, mais que c'est une reconstruction complète et que le nucléaire au Québec, c'était finalement, il n'y avait pas vraiment d'expertise importante. On ne perdait pas l'expertise. Exactement. Donc, le Québec est sorti du nucléaire à ce moment-là. Il y a eu des gens autour. Par la suite, lorsqu'on a été... on était toujours dans l'opposition. C'est vrai, oui. Lorsqu'on il faut être élu pour changer le monde, des fois. Des fois. Absolument. OK. Donc, le scientifique qui amasse les connaissances, est-ce qu'il y a de la place pour les scientifiques en politique à ce moment-là pour aller changer le monde? Toi qui as connu les deux, là, acquérir des connaissances, avoir le point de vue scientifique basé sur des faits, sur des observations, et le monde politique qui est plus sur des opinions et sur des élections, lequel est plus efficace pour changer le monde? Bien, c'est un peu des deux, parce que la science, c'est comme ça aussi en science. Hein? C'est rare que les choses soient tranchées au couteau. Alors qu'en politique, souvent, on n'a pas le choix. Il faut trancher. Ça, c'est une des différences fondamentales. Mais on a besoin des deux. J'ai participé à un atelier organisé par le scientifique en chef du Québec, M. Quirion. Le Québec a donc un scientifique en chef. Ça, c'est très, très important. Et cet atelier-là était justement sur comment on peut être aviseur scientifique auprès des gouvernements.
Ça, je pose la question pour des gens qui seraient, par exemple, étudiants en sciences en ce moment, qui ont cette envie de changer le monde par les sciences peut-être, mais peut-être aussi par la voie politique. Puis je vois que c'est vraiment la voie politique qui intéresse les gens. Et on va revenir peut-être au développement urbain, parce que j'ai parlé de palier. Bon, conseiller municipal, chef du Parti vert, député à l'Assemblée nationale. Bon, ça s'est terminé, tout ça. Retour ensuite à la vie. Aujourd'hui, tu es chargé de cours ici à l'École des sciences de la gestion dans les cours de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, encore une fois, l'économie et l'environnement. Tu es auteur, on l'a dit, de livres, entre autres. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de boucle parce que tu es aussi très impliqué dans ton travail et tes réflexions par le côté municipal, par l'action au niveau municipal. Parce que pour les changements climatiques, on se rend compte que c'est beaucoup dans les villes qu'on va réussir à faire quelque chose. Oui. C'est là que ça se passe. Le pouvoir est là. Oui, je demeure convaincu que j'avais raison quand je me suis impliqué en politique municipale. En 86? Oui, que c'est là où les choses se passent dans les quartiers. Il faut donner davantage de pouvoir aux citoyens. Je suis relativement près ce qui se passe dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, par exemple, où le maire d'arrondissement a fait du bureau d'arrondissement un bureau de transition écologique et qui vise à donner davantage de pouvoir aux citoyens dans les décisions d'aménagement qui les concernent au premier chef. Alors ça, c'est... Pour pas que la transition écologique soit prise dans un carcan ou un comité ou de côté, mais que la transition écologique soit partout. Absolument. Puis la solution ne réside pas auprès des experts, qu'ils soient scientifiques ou des décideurs politiques, mais vraiment par les gens sur le terrain. On pourra pas, il ne s'agit pas pour éviter les pires conséquences des changements climatiques. Ça ne sera pas un grand plan écrit par des ingénieurs, par exemple, ou des experts. Ça va devoir être des solutions qui vont émerger de la base et que chacun puisse se reconnaître finalement, qu'il soit plombier ou politicien ou scientifique dans parce qu'on va avoir choisi. Oui. Et qu'il ait choisi et qu'il y participe. Parce que Maxime Bonnin demande comment est-ce que vous envisagez le développement urbain dans un contexte d'après-pandémie, plus particulièrement à Montréal d'ailleurs, plus d'espaces verts, plus d'initiatives de quartier, plus d'accès à l'eau. C'est toutes des questions, ça. Ce sont toutes des questions et ce sont toutes des réponses oui. qui finissent par oui. On l'a vu, hein, avec la pandémie, les espaces verts sont plus que jamais sollicités. Je parlais tout à l'heure du parc de la promenade Belle-Rive, oui. Qui est une grande porte ouverte sur le fleuve de 2,2 km dans l'est de Montréal. Il y a beaucoup plus de gens. Je sais que le parc national des îles de Boucherville, qui est tout en face, a eu une augmentation d'au moins 25 de son achalandage. Je pense que c'est le cas dans tous les parcs, là. Et aussi, je travaille un peu avec les gens de Nautisme Québec, donc l'Alliance de l'industrie nautique. On voit que toutes les activités nautiques d'accès à l'eau ont vu une grande recrudescence. Alors, je pense il va falloir surfer sur cette vague. C'est le cas de le dire. Et, je sais que tu aimes les jeux de mots. Oui, avec l'eau et avec le caca, ça ne manque pas. Mais les faits sont là. Il faut saisir cette opportunité-là pour donner davantage de place. Et un des points qui n'est pas mentionné dans la question, c'est toute la gestion de l'eau de pluie. Oui. Les changements climatiques modifient le régime pluvial. Il va y avoir, dépendant de où on est, mais ici à Montréal ou au Québec, on aura plus de pluie et davantage d'événements météo extrêmes. Alors, la pluie va tomber d'un coup, plus raide, d'un coup, plus rapidement. Et nos canalisations, comme elles sont faites actuellement, toutes les fois qu'il pleut à Montréal et ailleurs au Québec, on le voit, les égouts débordent et se déversent. Il y a un déversement d'eau usée
non traités dans le fleuve, dans les rivières. Alors, il faut davantage, faut faire la ville éponge qui va absorber l'eau plutôt que de la recracher. Parce qu'à la base de tout ça, puis c'est expliqué, puis c'est très bien expliqué, c'est vrai que ça se lit comme un roman dans l'aventure du caca, tu l'expliques très bien, c'est que nos égouts recueillent à la fois les eaux de pluie et les eaux usées qui sortent de nos dans la maisons. plupart des cas, les égouts sont faits Alors, comme tout ça va dans le même tuyau, puis le tuyau déborde. Ça peut pas absorber, le système ne peut pas absorber tout ça quand il y a des coups d'eau. Alors, il y a ces fameux flush gates, là, ces débordements dans les rivières. Oui, il y en a eu, je pense que les chiffres qu'on a de 2019, c'est quelque chose comme 60 000 événements de débordement d'égouts un peu partout au Québec. Montréal, c'est pas le pire endroit, là, d'ailleurs. Malgré ce qu'on entend, malgré l'histoire qu'on a retenue, c'est vrai que c'est pas à Montréal que c'est le plus... Oui. Et il y a la Fondation Rivière qui a fait une carte interactive qui est très intéressante. Donc, les gens, où qu'ils soient au Québec, peuvent consulter cette carte-là et voir dans leur localité combien et où sont les déversements, et de façon à pouvoir agir auprès des décideurs municipaux et agir auprès de leur communauté. Parce que, comme citoyen, on peut faire des choses. On en parle effectivement dans le livre L'Aventure du caca, mais encore là, il faut se mobiliser localement. Ce ne sont pas simplement les élus municipaux qui peuvent tout régler nos problèmes à notre place. Non, parce qu'on a aussi comme personne, comme citoyen individuel, des gestes qu'on peut poser. Il y a des gestes, on peut choisir des infrastructures vertes. Puis moi, je ne connaissais pas ça avant de te rencontrer, mais c'est souvent dans ton vocabulaire, ça. Les infrastructures vertes. Donc, on pense nos infrastructures en fonction de mieux servir les défis environnementaux. Il y a moyen de le faire. Il y a des moyens. Oui, c'est très simple. Un baril de pluie, un baril de récupération d'eau de pluie, c'est une infrastructure verte. D'accord. Hein, au lieu de lorsque l'eau qui viennent de nos toits se déverse, bien, on peut la conserver et l'utiliser pour le jardinage pour toutes les personnes qui ont la chance de pouvoir avoir accès à du terrain. Et il y a d'autres types d'infrastructures le long des rues. À Montréal, la rue Papineau a été aménagée de façon à ce que toute l'eau de pluie puisse être drainée dans des noues qui sont en bordure de la rue. C'est vrai, il y a comme des fossés qui sont végétalisés. Alors, l'eau va là-dedans, va faire pousser les arbres, ou en tout cas les plantes qu'on met là-dedans, au lieu de couler comme ça puis d'aller dans les tuyaux. Exactement. Et il y a quand même un trop-plein. S'il y a vraiment trop d'eau, là, à partir d'un certain niveau, là, ça va aller dans les canalisations d'égouts, mais on peut, lorsque c'est bien conçu, on peut éviter pas tous les débordements, mais en bonne partie. Il y a d'autres initiatives qui sont intéressantes et qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, dans des villes, quand tu parlais de la ville éponge, il y a des endroits où on se rejoint, bon, comme les parcs, qui peuvent être conçus pour être, quand il y a des grosses précipitations, des sortes de bassins de rétention. Donc, ça peut être un skate park, par exemple, pour la majeure partie du temps, mais quand il pleut beaucoup, ça devient une espèce de bassin, une piscine qui, tranquillement, est absorbée. Oui, on appelle ça un water square, et je ne sais pas si c'est dans le Larousse, mais on cite toujours le cas de celui d'Amsterdam, mais il y en a un maintenant dans le plateau Mont-Royal, au plateau Mont-Royal, et je crois que la Ville de Montréal a quelques projets là, sur la planche à dessin. Donc, quand on voit, par contre, si on voit dans le futur proche des endroits où l'eau s'accumule et qu'on se dit, mais quelle aberration, quelle horreur, c'est peut-être planifié comme ça. C'est planifié pour recueillir l'eau pour pas qu'elle se retrouve dans les... Oui. Alors, on peut faire soit de l'infiltration, donc envoyer l'eau directement dans le sol, ou faire de la rétention, retenir l'eau lorsqu'il pleut, et puis éventuellement, une partie va s'évaporer et on peut la retourner dans les égouts lorsque le temps est sec.
Les questions politiques intéressent les gens comme Léa Craig qui parle des actions prises par le gouvernement caquiste qui se veut très ambitieux en environnement. La question dit, avec son mémoire sur la bourse du carbone et en sachant que le programme de la CAQ repose beaucoup sur cette bourse, je serais très intéressée de l'entendre. Est-ce que ces idées-là ont réussi à faire leur chemin, par exemple, dans les programmes actuels? Bien, oui, je vais dire, par contre, aux gens que, bon, je suis commissaire du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement, commissaire à temps partiel, mais ça m'oblige à une certaine retenue, donc, dans mes commentaires. Il n'y aura pas d'analyse politique ici. Dans mes commentaires politiques, mais si je le présente simplement, objectivement, puis on prend l'outil davantage de la bourse du carbone, oui, j'avais à l'époque fait mon mémoire de maîtrise en 93 sur ces systèmes-là de plafonnement et d'échange. Je pense que c'est la façon la plus... C'est un des modes, disons, les plus optimales d'un point de vue économique, parce que ça permet... Encore maintenant? Même depuis 93, on n'a rien inventé de plus efficace? Non. Bien, dans le fond, les deux outils, c'est soit les taxes sur le carbone, donc de donner un prix au carbone directement, ou de le faire via des quotas échangeables. Puis, l'avantage des quotas, c'est qu'on peut fixer un niveau, donc un niveau donné d'émissions, et ensuite répartir cette tarte-là. Finalement, on a une tarte fixe, et ensuite, on répartit, les acteurs économiques se répartissent la tarte de la façon la plus, disons, optimale économiquement possible. Parce qu'il y a des joueurs là-dedans qui ne peuvent pas changer rapidement. Il y a des gros joueurs qui polluent beaucoup et qui ne peuvent pas changer, virer très, très sévèrement pour polluer moins, et d'autres joueurs qui peuvent, à moindre coût, polluer moins. Oui. Et c'est ça, c'est cet échange-là exactement. Il y a des solutions plus économiques. Donc, le système de plafonnement et d'échange est plus efficace de ce point de vue-là. La taxe, elle a d'autres avantages, mais bon, au Québec, on a, depuis un certain temps, choisi l'option de la bourse du carbone. Ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Il y a la Californie. Plus les systèmes de bourse fonctionnent mieux, plus il y a de joueurs. Oui, mais il y en a très peu. On est un petit peu tout seul, non? Oui, mais la Californie est un immense marché. Hein? Jusqu'à récemment, c'était peut-être la troisième économie dans le monde, peut-être quatrième maintenant. Je ne sais pas trop, ça a changé depuis quelques années, mais ça demeure une des grandes économies sur la planète. L'Ontario était embarqué, mais Doug Ford a changé ça. Donc, peut-être que l'Ontario reviendra. Il y a d'autres États autour de la Nouvelle-Angleterre qui adhèrent à un autre système qui est complémentaire, qu'on appelle communément le RGGI. Alors, on a quand même dans le nord-est, je vous dirais, de l'Amérique du Nord, un système qui fonctionne relativement bien, avec des objectifs ambitieux d'atteindre des 80 de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Récemment, les gens ont fait monter le niveau d'ambition à la carboneutralité, donc 100 d'émissions de réduction d'émissions nettes pour 2050. C'est un défi encore plus important, mais tout ça va demander, en tout cas, c'est tout. On n'a pas fini de voir des chambardements. Là. Parce que la tarte en question qu'on se partage, idéalement, elle va rapetisser aussi. Ça. La quantité d'émissions qu'on va avoir, bien, l'idéal, c'est de la rapetisser. Plus la tarte rapetisse, plus les morceaux deviennent chers à acquérir. Et puis, éventuellement, ce qu'on dit, c'est que la tarte, elle va être à 0 en 2050. Donc, ce n'est pas un 0-0, c'est un 0 net. Donc, ça veut dire qu'il y aura des puits de carbone à mettre en place pour aller chercher peut-être réduire de 80 et le 20 qui reste, aller le séquestrer autrement. Je voudrais revenir à ce mariage, forcé, mais en fait, un mariage qui peut être heureux entre économie et environnement. On a moins abordé dans ton parcours, parce que tu as comme plusieurs vies, comme un chat.
plusieurs vies. Je ne suis pas mort encore. Non. Il y a une partie qui a été justement d'aller faire connaître, d'aller vendre des technologies qui avaient été... qui sont, il y a des choses qui volent ici, qui sont nées ici, qui ont été créées ici, en tout cas, ailleurs dans le monde. Donc, il y a eu, à ce moment-là, une décision qui a été politique et qui a été sociale, en tout cas, de favoriser l'émergence de solutions et de financer, que l'économie participe à faire émerger des solutions. C'était quoi, puis comment ça fonctionnait, ça? Bien, en fait, il y a eu, je pense que vous faites référence à, tu fais référence au programme d'assainissement des eaux du Québec dans les années 80. C'était Jacques Parizeau comme ministre des Finances. Alors, ce n'était pas un ministre de l'Environnement qui a vraiment pensé et mis en œuvre le programme d'assainissement des eaux du Québec. Il y avait 98 des eaux usées à cette époque-là qui étaient déversées au Québec dans les rivières sans traitement. Et en 15 ans environ de ce programme-là, on a réussi à inverser ce pourcentage-là. Alors, il y a encore au Québec 2 des eaux usées ou 2 des municipalités là, dont les eaux usées sont déversées sans traitement. Ça fait, sur 1200 municipalités au Québec, c'est à peu près 80 municipalités, des toutes petites en général, qui n'ont toujours pas de traitement. Alors ça, c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Mais de ces milliards de dollars-là qui ont été investis en infrastructures de traitement d'eau, on espérait qu'il puisse y avoir des technologies québécoises qui émergent. Alors qu'on développe des nouvelles technologies. Il y a à peu près seulement une technologie vraiment qui a émergé et j'ai eu le bonheur d'être associé à celle-là. C'est le pressoir rotatif des industries Fournier qui sont situées à Thetford Mines. Et je collabore toujours là, depuis peu avec cette entreprise-là. Mais on a donc le pressoir rotatif avec le programme d'assainissement des eaux, il a pu avoir plusieurs installations dans différentes municipalités au Québec. Et à partir de ça, bien, moi, j'ai emmené des visiteurs étrangers. On a emmené beaucoup de gens au Québec pour venir voir cette vitrine technologique. Et maintenant, il y en a plusieurs centaines là, à travers le monde. Au Japon, aux États-Unis. Oui, notamment au Japon. Il y avait un distributeur là, qui était très actif. Alors, je suis allé quelques fois au Japon. C'est très intéressant, ce job-là. Ça m'a fait faire le tour de la planète à quelques reprises. Mais pour aller présenter, en fait, une technologie qui avait été développée ici pour valoriser des boues. Puis là, on revient, on a parlé du Parti vert, du souci de l'eau, du vert, du bleu. Puis là, bien, je reviens avec du brun. Je vais faire un mauvais jeu de mots avec toi. Et cette idée qu'il ne faut pas fermer les yeux. On se soucie de la nature, on se soucie de l'environnement. Mais tu nous rappelles, à travers le livre, mais à travers aussi tes gestes maintenant, ton implication, qu'il faut s'ouvrir les yeux sur des choses qu'on préfère ne pas voir en général. Oui. Par exemple, écrire un livre sur l'histoire des égouts, puis ce qu'on met dedans, puis ce qu'on ne devrait pas mettre dedans, puis des idées pour l'avenir, ça fait partie de ça aussi. Ouvrons-nous les yeux sur ce qu'on préfère ne pas voir. Oui, absolument. Et ce qu'on préfère ne pas sentir aussi. Beaucoup. Mais oui, puis l'autre grand enjeu important, c'est celui des déchets. Oui. Alors, on est supposé de bannir le mot déchets là, pour parler plutôt de matière résiduelle. Mais on le voit, là, le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le ministre de l'Environnement l'a mandaté pour tenir des audiences sur la gestion des déchets ultimes. Donc, ce qui va se... Une fois qu'on a tout essayé, recyclé, revalorisé, il en reste pareil. C'est ça, les déchets ultimes? Oui, effectivement. Okay. Puis, pour qu'il y en ait le moins possible, bien, ça prend tout un système, justement, de récupération, de valorisation. Il y a eu il y a un projet de loi qui vient d'être adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, unanimement, pour réformer le système de collecte sélective et la consigne des contenants aussi au Québec. Alors, tout ça avec les audiences du BAP sur les déchets ultimes. Je pense qu'au Québec, on est mûr, c'est le cas de le dire, pour toute une réflexion plus en profondeur et des changements donc qui vont s'amorcer avec
cette nouvelle loi là, qui vient d'être adoptée. Donc, à regarder de ce côté-là, c'est là que ça va changer peut-être dans notre façon, dans nos choix pour gérer les déchets, même si on ne peut plus dire le mot déchets. Ton rôle d'intervenant ou d'entremetteur en transfert technologique a interpellé Léa Craig encore, qui parle de défis en transfert de technologies vertes entre pays, un sur lequel, d'ailleurs, cette personne a étudié. C'est sur les droits d'auteur, les protections de brevets. Oui. Alors, selon vous, quels sont les plus grands freins et opportunités au transfert de technologies vertes aujourd'hui? Ça n'a pas toujours été facile, ça, ce monde-là des droits d'auteur puis des brevets. Oui, en effet, parce que ben, la Chine, qui est un joueur de plus en plus important, si ce n'est pas déjà le cas, là, en voie d'être la première économie mondiale, je pense que c'est l'endroit où il faut absolument, je crois que la Chine est consciente de ça, et ça leur prend un meilleur système de protection des propriétés intellectuelles, parce que c'est un peu le western, là, encore, de ce côté-là, et ça fait en sorte que on est toujours très réticent à aller en Chine. Moi, je suis allé quelques fois faire des essais là, avec des technologies dans le traitement des eaux. Et puis, bon, on peut se faire copier aussi aux États-Unis, là. Alors, il n'y a rien de parfait non plus ailleurs, mais c'est effectivement un enjeu important à partir du moment où on veut que les technologies se répandent. Il faut assurer une certaine protection aux droits de propriété. Mais c'est possible de partager aussi une entente. Je parlais tout à l'heure des industries Fournier, une entente que j'avais négociée avec le distributeur ou discutée avec le distributeur au Japon, et une entente qui est toujours active là, au moment où on se parle. C'est une entente de partage des droits des droits intellectuels. Alors, c'est un peu un maillage entre une entreprise québécoise et une entreprise japonaise où, avec chacun nos capacités et notre façon d'aborder les problèmes, la science puis les défis technologiques, on fait un genre de pool. Donc, on met ensemble, en commun, les trouvailles, et chacun a un territoire désigné, un territoire réservé où il peut vendre ses technologies. Donc, certains, pour les Japonais, c'est toute l'Asie. Pour l'entreprise au Québec, c'est davantage l'Amérique du Nord. Et il y a des terrains où on peut se faire compétition sur le reste de la planète. Alors, ça stimule la créativité, je vous dirais, et ça, tout en ayant en commun en mettant en commun les idées et les brevets. Donc, c'est ça. Donc, il y a encore là moyen de... Est-ce que je me trompe, puis on va terminer là-dessus en disant que c'est un peu l'art du compromis que tu as appris à maîtriser dans le parcours scientifique, dans le monde du privé, dans le parcours politique. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'est une certaine valorisation, en tout cas, un certain respect pour le compromis? Oui, je dirais l'art et la politique est l'art du compromis. On dit toujours le compromis, oui, mais pas de compromission. Ah, oui. Alors, c'est pas toujours évident où tracer la ligne, mais effectivement, moi, je suis persuadé depuis toujours qu'il faut pas diviser, mais il faut rassembler le plus possible. C'est facile à dire, c'est peut-être plus difficile à faire, mais il n'y a pas personne qui a le monopole des bonnes idées, et il n'y a certainement pas une solution. Comme disent les Anglais, là, de silver bullet. Il n'y a pas une solution miracle. Alors, puis moi, je crois que... Puis ça, j'ai appris ça un peu en étant élu jeune, là, en étant jeune conseiller municipal, où, là, quand on rencontre, on a nos idées et toute notre ferveur, notre passion de jeune, mais où quand on est confronté avec nos concitoyens, les gens qui nous ont élus et qui n'ont pas nécessairement toutes les mêmes idées et qui ne sont pas fous, bien au contraire,
Alors, ça oblige à faire un genre de melting pot de c'est quoi les meilleures idées ou comment est-ce qu'on peut s'adapter. Puis, il faut avoir une certaine flexibilité. Puis, éventuellement, dans la recherche, si on est ouvert d'esprit et qu'on cherche le consensus avec, de façon honnête et transparente, mais je pense que c'est ça qui donne les meilleures décisions. Je pense que c'est quelque chose que tu aimerais qui change aussi, honnête et transparente, ça fait, ou passion et engagement, ça fait aussi partie de l'engagement politique. Les politiciens ne sont pas tous les gens qu'on caricature un peu partout. Je pense que pour toi, c'est important. La chose politique est très noble. Ouais. La responsabilité publique, la responsabilité d'État, la responsabilité à tous les niveaux de décision. Je pense que quand on gère de l'argent du public, on a une responsabilité. Quand on est élu, même que ce soit dans une coopérative d'habitation ou dans n'importe quelle association il y a des responsabilités. où on s'implique, il y a des responsabilités. Il faut prendre ces responsabilités-là au sérieux. Puis à partir du moment où, effectivement, on recherche ensemble tous le bien commun, on n'a pas tous la même idée sur la façon d'y arriver, mais on finit par trouver un chemin. On finit par trouver un chemin, oui. En souhaitant que tu continues à trouver ton chemin à travers tous ces morceaux de ta vie jusqu'à maintenant. Je vais être aux premières loges pour voir où ça va aller. Merci beaucoup, Scott McKay, d'avoir participé à cette classe des originaux. Merci à vous qui avez posé des questions. Merci de l'invitation. Ah, ça, c'est les originaux. C'est pas moi, hein? C'était les originaux. D'ailleurs, la prochaine, là, ça va paraître vraiment bizarre, mais la prochaine classe des originaux de l'UQAM, ça va se passer le 20 avril. Et là, bien, ça va être moi qui vais être invitée cette fois-là. Alors, moi, je n'ai pas un parcours scientifique. C'est Passion Science, la série. Mais je suis arrivée par la science, justement, par un parcours qui n'est absolument pas scientifique. Alors, la science, ça mène à tout, et tout mène à la science. C'est un peu le mot de la fin pour cette deuxième classe des originaux de l'UQAM, Passion Science. Merci d'avoir été là au 20 avril prochain, si vous voulez être là.